Parce que c'est une femme, elle mesure 5 pieds 1, elle pèse 110 livres, mais c'est un bébé d'1 an là, qui écoute Caillou, Dora, puis qui me fait des câlins, puis que je nourris, puis que je lave, puis que je change de couche. Puis je m'en occupe comme un petit bébé. C'est pour ça que je l'appelle mon bébé Jumbo. À l'époque, on parlait pas de cancer, puis on disait rarement aux malades ce qu'ils avaient vraiment, à moins qu'ils ne le demandent. En fait, c'est toute la charge émotive qu'on a de voir la personne qu'on aime qui va pas bien, qui fait qu'on est dans l'oubli de soi, là, parce notre focus est sur l'autre. Mais deux personnes à terre, c'est laquelle qui va lever laquelle après, tu sais. Ici Marine Orsini qui vous souhaite à nouveau la bienvenue à Des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. C'est grâce à l'organisme L'Appui qu'on se retrouve pour parler de proches aidance au Québec, sujet important. Les services auxquels vous avez accès, qui sont là pour mieux vous accompagner dans ce chapitre exigeant, important de votre vie, je dirais. Cette semaine, nous parlerons de culpabilité, ce fameux sentiment de jamais en faire assez, et aussi de l'importance de savoir poser ses limites. Ça, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Et nous aurons la joie d'en parler avec Marie-Claude Sénécal, qui est la maman et proche aidante de sa fille de 20 ans, qui la vit, elle, la culpabilité au quotidien et le sentiment qu'elle devrait être capable d'en faire toujours plus. Également, Louise Deschâtelet, comédienne et animatrice, qui a été la proche aidante de sa maman. Je ne le savais pas, c'est parce qu'on se connaît. Je suis curieuse de connaître sa réalité de l'époque. Elle avait 20 ans. Comment ça se passait il y a 20 ans? Et Gabrielle Brindamour, qui travaille depuis 10 ans avec les familles d'adolescents aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance. Ça doit être quelque chose aussi. Des histoires, comme à l'habitude, qui, je l'espère, sauront résonner en vous. Je vous souhaite la bienvenue au balado des proches aidants. Marie-Claude Sénécal est la maman de Joanie, qui a aujourd'hui 20 ans, qui est atteinte d'une maladie très rare, paraît-il, environ 200 cas dans le monde entier de répertoriés. Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Je suis contente que vous soyez là. On s'y met à jaser tout de suite en rentrant. J'ai fait « Attendez, il faut commencer à parler tout de suite. On va partir nos enregistrements. » C'est quoi le collagène 4A1? C'est ça la maladie rare de Joanie? Col 4A1 et plein d'autres chiffres. Là. Oui. Bien, ça implique que nos vaisseaux sanguins sont protégés par des gaines. Oui. Elle, sa gaine est déficiente. Donc, elle est molle, donc ça ne protège pas ses vaisseaux sanguins. En gros, c'est un peu ça. Oui. Puis ça a fait en sorte qu'elle a eu des hémorragies cérébrales à la naissance. Et bien, elle a des atteintes cérébrales, donc elle ne parle pas, elle ne marche pas, elle porte des couches, je la nourris en purée. Moi, j'appelle mon bébé Jumbo. Jumbo? Ouais. Pourquoi Jumbo? Bien, parce que c'est une femme, elle mesure 5 pieds 1, elle pèse 110 livres, mais c'est un bébé d'1 an là, qui écoute Caillou, Dora, puis qui me fait des câlins, puis que je nourris, puis que je lave, puis que je change de couche. Puis je m'en occupe comme un petit bébé. C'est pour ça que je l'appelle mon bébé Jumbo. Vous disiez en arrivant, j'ai une autre fille qui est plus vieille. Fait que Joanie, ça n'a pas été votre première. Vous avez eu une première fille qui, elle, n'a pas mon autre fille, mon autre fille, elle est nutritionniste. Elle est à l'Université de Montréal, super intelligente, en pleine forme, en pleine santé. Oui. Puis Joanie, elle, c'est une mutation génétique qu'elle s'est faite toute seule, comme une grande fille. C'est papa et moi, on n'a pas la maladie, mais Joanie, elle s'est fait ça dans sa mutation génétique. Ouais. OK. Et je trouve ça charmant. En même temps, ça dit beaucoup. Vous dites, Joanie, c'est ma petite PME. Oui, parce qu'avec Joanie vient plein de choses. Hein? Premièrement, il faut que tu gères la structure gouvernementale de 0 à 18 ans. Puis à partir de 18 ans, ben, elle renaît parce qu'à 18 ans, il n'y a plus rien qui existe. Parce que quand tu étais enfant, elle était sur certains programmes. Puis à 18 ans, c'est une adulte. C'est toujours ça le problème, en fait. Hein? C'est rendu dans l'âge adulte que tout change. Là. C'est de mieux en mieux, je dirais. Les structures sont en train de s'améliorer, mais c'est quand même pas parfait. Là. Mais je dis que c'est une PME parce que je dois gérer... moi, je travaille, je suis enseignante, donc je vais travailler à l'extérieur. Bon, ben, il faut quand même que Joanie va à l'école. Il y a une gardienne lors du retour de l'école. Il y a des gens pour m'aider le matin si moi, je dois partir. Il paraît que vous avez 3 cycles de gardienne par jour. Ouais. Par jour? Oui, c'est ça. Puis tout ça relève, tu payes de 3 façons. Il y a une façon que c'est par le chèque emploi-service qui vient du CLSC. L'autre, c'est un nouveau programme qui existe depuis quelques années. C'est le soutien à la famille. C'est une autre façon de payer. Puis la troisième façon, c'est de ma poche à moi. Là, c'est une PME. Oui, c'est ça. Il faut que tu engages les gens. Là, il y en a une qui tombe enceinte,
très préventif, il faut que tu engages quelqu'un d'autre. C'est une PME que tu gères avec les rendez-vous médicaux, les appareillages, il y a de tout, là, le fauteuil roulant, quand ça brise, faut que ça se fasse réparer, camion adapté, l'accessibilité au domicile. Est-ce que vous avez un conjoint qui est là, qui est encore là? Non. Parce que... non, moi, je suis divorcée. Ça fait, dans la première année de naissance de Joanie, on s'est divorcés. Mais contrairement à d'autres parents, moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui est vraiment présent. Joanie habite la plupart du temps avec moi, là, en majorité du temps, mais c'est voulu comme ça. Là, c'est une très bonne entente qu'on a. Et papa l'apprend, papa la voit, papa s'en occupe, il s'intéresse. La conjointe de papa aussi s'en occupe super Dieu, bien. ben oui, Même que les filles de la conjointe de papa viennent garder Joanie chez moi. Donc, on s'est fait une grosse bulle familiale autour de Joanie. Ça, on remercie la vie quand même parallèlement à ça. Ouais. Il y a beaucoup de bons parce que ça pourrait être ça, plus tout du pas bon. Ben, il faut essayer de générer le bon parce que, sincèrement, c'est une grosse vie. C'est une grosse vie. Mais quand vous êtes rentrés tantôt, vous connaissiez certaines personnes de l'équipe, puis ils vous ont dit « Comment elle va, Joanie? » Justement, vous avez dit « Ah, Joanie, comment elle va? En voulant dire qu'est-ce que vous voulez entendre, parce que là, elle est en transition, changement de médication. Oui, changement de médication d'épilepsie. Ce matin, elle s'est levée, son oreiller, son lit avait plein de sang, avait saigné du nez. Il y a toujours un petit quelque chose que tu dois regarder. Qu'est-ce qui se passe? L'épilepsie, c'est beaucoup. Là, elle fait plusieurs crises par semaine. Là. C'est de 30, 40, 50 crises par semaine, malgré la douzaine de pilules qu'elles prennent par jour pour contrôler l'épilepsie, mais c'est réfractaire, il n'y a rien à faire. Là. Marie-Claude, comment on fait? C'est une vraie question. Moi, je suis une maman. Là. Comment on fait pour survivre à ça? Comment on fait pour vivre avec ça? Là, tu sais, ça fait 20 ans, là, vous n'avez eu de la pratique, mais êtes-vous capable spontanément et facilement de retourner faire un rewind? Là, jour 1 là, ou année 1, parce que peut-être que vous ne l'avez pas su tout de suite à sa naissance. Là. Comment vous avez réagi au départ? Ouais, ben ça n'a pas pris de temps qu'on le savait parce qu'elle n'avait pas des réactions normales de bébé. Ça, là. Elle n'avait aucune succion. Elle n'était pas capable de boire. Il fallait lui donner du lait à la seringue. Là. Je dirais qu'au début, c'est plus un choc que j'ai eu. La Terre a arrêté de tourner, puis j'ai été vite en mode solution. On ne connaît pas l'étendue des dommages, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le plus possible sa qualité de vie? Puis pendant plusieurs années, tu restes là-dedans. Je travaillais avec physio, ergo, chambre hyperbare, équitation, tout y était. Toutes vous, là, je me suis lancée dans tout. Vous êtes une professionnelle. Oui. Ouais. Ouais, ben, j'ai développé cette expertise-là de la différence. Ouais. Et après, je dirais que c'est après plusieurs années que j'ai frappé mon mur. Joanie est née en 2001, j'ai frappé mon mur en 2012. Quand j'ai réalisé que l'été des Jeux du Québec, mon autre fille jouait à softball, tous les autres parents avec lesquels j'étais depuis toujours, eux, ils allaient faire les compétitions partout au Québec, puis c'était facile parce que les autres enfants, la fratrie, était plus grand, te donne 5 piastres, va t'acheter un hot dog, un popsicle. Moi, j'arrivais au parc, là, puis je sortais de l'hôtel avec ma valise, mon sac à dos, mon sac à couche, ma glacière, parce qu'elle ne mange pas comme les autres enfants. Puis pendant que les parents profitaient au parc, moi, je disais, je vais aller faire un changement de couche entre 2 manches. Là. Et là, j'ai vraiment réalisé cet été-là que ma vie n'est vraiment pas pareille comme les autres. Là, vous nous l'expliquez avec un certain détachement. Vous avez eu le temps de raisonner tout ça, de le comprendre. Mais quand vous dites « j'ai frappé mon mur », là, ça s'est traduit comment? Ah, j'ai été de mauvaise humeur. Okay, j'étais de mauvaise humeur. On peut faire une dépression, on peut faire un burn-out. Non, j'étais en réaction, moi. J'étais toujours de mauvaise humeur. Enragée contre la vie. Le matin, je me levais de mauvaise humeur, je me couchais de mauvaise humeur. Et ça a commencé pendant l'été. Puis quand j'ai commencé en septembre l'école, j'enseigne dans une école d'élèves qui ont entre 16 et 21 ans, une clientèle que je connais. Je suis à cette école-là depuis 1994. J'adore la clientèle. Et les élèves, j'étais impatiente avec eux. J'avais aucune tolérance envers les élèves. Je me disais, voyons, ça marche pas, ça fait pas de sens. Ces élèves-là, je les aime d'habitude. Puis là, ils m'énervent. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis là, il faut que je consulte. Là. Il faut que je trouve des solutions. Ma vie, ça peut pas. Tu peux pas te lever chaque jour de ta vie de mauvaise humeur puis malheureux. Vous avez tellement raison. Il faut que je raison. trouve des solutions. C'est qu'on le voit pas. Des fois, les autres, l'entourage s'en rend compte. Mais... je pense que les autres s'en étaient pas mal rendus compte avant moi. Oui, sûrement. Ils devaient se dire, voyons, qu'est-ce qui arrive. Mais je dirais qu'à partir du moment où j'ai été consultée puis que j'ai pris des décisions, j'imaginais ça de cette façon-là. Il y a 2 mauvaises situations, 2 situations plates, puis il faut que je prenne la moins plate des 2 plates.
Parce que la vie rêvée, comme on veut, là, comme on se l'imagine, avec des enfants en santé qui vont partir de la maison, on va avoir des petits-enfants, tout ça, moi, c'est pas ça. Là. Moi, mon avenir, c'est je prends ma retraite avec elle. Puis si je prends pas ma retraite avec elle, c'est parce qu'elle sera plus là. Donc, dans les deux cas, c'est triste. Là. C'est triste d'avoir à prendre sa retraite avec son enfant de qui tu dois toujours t'occuper. Puis c'est des triste. grands deuils. Oui, c'est ça. Donc, tu choisis. Puis moi, j'ai choisi que j'allais continuer avec elle. J'aurais pu choisir autrement, mais j'ai fait ce choix-là. Puis on dirait qu'à partir du moment où je me suis dit, non, je décide ça comme ça, je veux ça comme ça, c'est ça qui va me rendre heureuse dans la vie. D'accord. Mais là, à correct. partir du moment où je pense que vous êtes assez réaliste et consciente, ça veut dire qu'il faut aller chercher de l'aide. Si je vous dis, parce que vous disiez tantôt, l'idée, c'était de tout mettre en place pour qu'elle soit bien. Ouais. Est-ce que vous avez su, peut-être pas, parce que c'est au bout de 10-11 ans que vous avez fait frapper un mur, mais vous vous êtes rendu compte qu'il fallait prendre soin de vous aussi? Là. C'est ça. C'est là que je me suis dit, moi, je suis une joueuse de softball. C'est ce que j'aime, bien, je vais aller jouer à softball. Donc, c'est sûr que 2 fois par semaine, Joanie se fait garder pour que je puisse aller jouer à softball. Elle va tout le temps chez son père. La fin de semaine sur 2, quand elle va chez son père, je fais rien d'obligatoire. Là. Je fais pas de ménage, je fais pas de lavage, je fais rien de ça. Je prends du temps pour aller faire du ski, aller manger au restaurant, rencontrer des gens. J'essaie de faire la vie. Je me donne un 2 jours par 2 semaines où il y a juste moi qui existe parce qu'on existe à 2. Hein? Moi, j'existe jamais toute seule. On existe à 2. Moi, seule. Bien, vous avez quelqu'un de soudé ici à l'épaule. Vous êtes 2 personnes, en fait. Et même que lorsqu'elle n'est pas là, il y a comme un vide autour de moi. Je me cherche un peu. Ça prend un petit moment. Quand je prends des vacances en Joanie l'été, là, puis que ça doit vous prendre un 24-48 heures à faire comme, OK, non, c'est vrai. Oui, bien, c'est vraiment... J'ai le droit. Il est où le sac à couche? Oui, encore. Oui, les médicaments sont où? Puis juste les nuits. Les nuits... on ne dort pas vraiment toutes nos nuits. Là. Moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas dormi la nuit. Là, parce qu'elle se lève toutes les nuits, parce que tu es inquiète, parce qu'elle fait des crises d'épilepsie la nuit, parce qu'elle est malade. Tu ne dors pas les nuits. Quand tu n'es pas là, la fin de semaine, je ne dors pas plus la nuit. Mon corps est habitué. Je me réveille toutes les nuits, donc je me réveille. C'est comme être maman, on se lève à 6 heures le matin parce que nos enfants s'en vont à l'école, il faut qu'ils déjeunent, les lunchs, tout ça. Fait que même quand ils sont plus vieux, on continue à se lever quasiment tout le temps à 6 heures. Notre thématique, c'est beaucoup relié à « j'ai toujours le sentiment de jamais en faire assez ». Parce que vous avez encore, malgré tout, après 20 ans, encore ce sentiment-là de jamais en faire assez. Je pense que je vais mieux, mais je ne suis pas rendue à... Il faut toujours que j'en fasse plus. Des exemples concrets, là, Joanie a fréquenté les écoles Victor-Doré, Joseph Charbonneau, primaire, secondaire. Là, ce sont des écoles spécialisées à Montréal. Les enfants viennent d'une vingtaine de centres de services scolaires pour aller là. Bon, il y a une fondation dans l'école. Ben, j'ai été pendant 15 ans sur la fondation de l'école, puis j'étais présidente de la fondation, puis j'essayais de ramasser le plus d'argent possible pour faire en sorte d'acheter plein de matériel pour que les enfants soient bien dans l'école. C'était ma façon d'intégrer le milieu, de faire partie de son univers à elle. Puis c'est toujours, mais là, je pourrais... Oui, mais là, je connais quelqu'un qui... Ça n'arrête jamais. Et là, on arrive à 21 ans, puis il n'y a plus de scolarisation. Là, je fais quoi à 21 ans? Soit que j'arrête de travailler pour m'occuper temps plein de Joanie, ou bien... que je la place. Mais je ne peux pas payer une gardienne temps plein qui va rester chez nous. Ça va me coûter plus cher que des soins spécialisés. Là. Ça va me coûter plus cher que si je vais travailler. Ça ne fonctionne pas. Et là... Mais revenons justement ce mot-là, la placer. Oui, non, je ne peux pas. Je ne juge tellement pas les parents qui le font. Parce que ces parents-là, s'ils le font... En fait, il n'y a pas un parent qui a envie de placer son enfant. Ben non, j'en doute pas. Quand pas. un parent le fait, c'est parce qu'il est à bout de souffle, il est au bout de ses limites, puis c'est qu'il va être malade s'il ne le fait pas. Mais chaque parent qui place son enfant a un petit sentiment de nostalgie, de tristesse profond. Moi, mon intention, c'est vraiment pas de la placer. C'est vraiment... Puis c'est pour ça que j'essaie d'équilibrer toutes mes vies personnelles, sociales. C'est drôle, hein, parce qu'on se connaît pas beaucoup, vous et moi, mais depuis tantôt, on se parle, puis je me dis, c'est-tu drôle? Parce qu'on dirait que vous avez, et comprenez-moi bien, là, mais que vous avez cette logique-là en vous de dire non, ça serait probablement mieux pour elle aussi que je la place parce qu'il y a des gens qui vont s'occuper d'elle, tu sais, au niveau motricité, au niveau stimulation, parce qu'ils évoluent quand même, ces enfants-là. Absolument, à petit pas, absolument. Mais, fait que je me dis, mais non, malgré toute votre capacité, malgré toute votre force, toute la notion logique de tout ça, la maman, là, pour elle, c'est...
On revient à la maman, ça se peut Ah ben, pas. pour moi, là, il n'y a personne qui peut s'occuper de Joanie mieux que moi. Je voulais en parler. Est-ce C'est- que vous avez ça, C'est vous? épouvantable, c'est épouvantable. Il n'y a personne qui la connaît plus que moi. Il n'y a personne qui peut mieux s'en occuper que moi. Et à 21 ans, ben, je me suis dit, il faut trouver quelque chose qui va faire en sorte qu'elle va continuer de se développer, d'évoluer, d'être bien. Ben, j'ai travaillé avec le gouvernement à ouvrir une école 21 ans. Puis la première école 21 ans pour les élèves lourdement handicapés. C'est ouvert à Montréal depuis novembre 2020. C'est le ministre Carman qui est sur le dossier. C'est Puis, vous qui êtes à l'origine de ça? moi, avec 3 autres parents. Ouais, on est 4 parents. On a travaillé sur le dossier depuis 2017. Et là, c'est ouvert, c'est en évaluation. On travaille pour en faire ouvrir d'autres. Parce que je me disais, il faut que je la garde avec moi. Il faut qu'elle habite avec moi. Moi, il faut que je puisse encore aller travailler pour être bien, être équilibrée, pour m'occuper d'elle. Bien, c'est ça. Puis elle aime ça, elle, à l'école. Elle, quand elle va à l'école, là, elle sait, puis le matin, elle attend son transport à la porte, puis elle a juste envie que ça arrive. Puis quand elle arrive à l'école, elle est contente, là, puis elle connaît ses amis, puis elle a son environnement, puis elle apprend la communication avec des pictogrammes pour faire des demandes. Elle aussi, elle a sa vie, elle a son univers. Ben, c'est pour ça, c'est ça. Je Ouais. dis, mais vous, évidemment, votre enfant, je veux dire, elle est très consciente. Hein? Maman, elle sait c'est qui maman. oui, là, tout à puis fait. si maman n'est pas là, il y a une différence, Oui, j'imagine. oui, tout à Fait fait. que c'est sûr que là, peut-être de parler d'un placement éventuel, c'est sûr que ça pourrait peut-être l'affecter beaucoup. Ben, parce qu'en même ouais. temps, dans ces maisons-là ou dans ces lieux-là, il y a des ergothérapeutes, il y a tellement de monde pour les stimulations, continuer à les faire Ouais, évoluer. C'est de l'hôpital, hein, ça, c'est de l'hôpital. C'est correct. Ouais. Par exemple, si on prend une personne âgée qui fait un AVC, qui va Ouais. aller en centre de réadaptation, ça va durer un moment, mais c'est pas toute une vie. Tu peux pas passer ta vie à être dans un milieu qui est pas familial, puis qui est toujours de la stimulation, puis des nouvelles personnes, puis des nouvelles routines. C'est pas ça. C'est la vie, c'est pas ça. Là. Ma fille, elle a une vie chez moi avec ses affaires, ses amis, son univers, Ses sa grande routines, sœur, ouais. ses sorties, ses jeux, ses activités à elle, ses émissions de télé, son Ouais. chanteur préféré. Ça demande toujours les mêmes choses avec la déficience intellectuelle. Ouais. Si on est dans la rigidité, là, parfois, ça devient lourd parce que tu entends. Moi, je sais toujours la même chose. C'est Caillou, Dora et Ludovic Bourgeois. Toute la journée, en boucle. C'est quelque chose. Mine de rien. Ça a l'air de rien, là, mais... Et comment est-ce que vous voyez, Marie-Claude, l'avenir? Là? On en parle un peu, là. Vous nous dites tellement plein d'affaires depuis tantôt. C'est tellement inspirant, c'est tellement incroyable, c'est tellement courageux, c'est tellement immense, cette vie-là que vous avez avec votre fille depuis 20 ans. Fait que c'est un peu, comme vous dites, elle est soudée ici, là, et puis c'est normal, ça va de soi, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben... Là, oui, l'école, ouais, non, l'école 21. Ben, en fait, Joanie, je veux toujours qu'elle reste avec moi. Ça, c'est clair. Puis je veux pour qu'elle vous. parte avant moi. OK. C'est sûr. Ça va arriver comment? Ben, je voudrais qu'elle meure avant moi. Dans la logique des choses, sa santé est précaire. OK, Donc, ça, vous le savez qu'elle pourrait décéder? Oui, tout à fait. Tout à OK. fait. Je pourrais arriver un matin dans sa chambre, puis le syndrome qui s'appelle le SUDEP, là, qui est lié aux crises d'épilepsie, c'est un arrêt du cœur. Ouais. Je pourrais arriver le matin dans sa chambre, puis c'est terminé. Bon. Est-ce que je suis prête à ça? Oui, je le sais. Non, je ne suis pas prête. Je pense que je ne suis pas sûre que je vais l'être prête. Je pense que je serais prête si je la voyais vraiment souffrir, mais comme elle ne souffre pas, puis ma fille est vraiment heureuse, là. Elle a une belle vie là, avec nous, là, autant chez Ben, nous que ça chez doit. papa. Là. Elle a une C'est super ça. belle vie, Joanie. Tout le monde l'aime, tout le monde fait ce qu'elle veut. Elle nous manipule très bien. et la fin, ben, pour moi, en fait, c'est plate, là, mais je savais pas comment vivre avec elle. Puis je me dis, il va falloir qu'elle m'apprenne à vivre sans elle. Parce que j'aime mieux une vie compliquée avec Joanie qu'une vie simple sans Joanie. Je le vois, là, les gens autour de moi, les gens de 50 ans comme moi, là, je les vois avec les grands-enfants, je la vois, leur vie. Là. Je sais que je n'ai pas la même vie qu'eux, mais je ne la veux pas, leur vie. Parce que si j'ai leur vie, ça veut dire que Joanie n'est plus là. Si Joanie n'est plus là, moi, je deviens totalement malheureuse. Et je sais que ce sera un chemin que je devrais faire. Mais pour son bien-être, mais vous voyez, c'est les parents là, d'enfants là, lourdement handicapés, là, les parents d'enfants handicapés, là, on pense tous la même chose. On veut tellement qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux. On veut tellement, ils passent tellement avant nous qu'on est même prête à faire le deuil de notre enfant pour être sûr qu'ils vont être heureux. Il n'y a pas un parent qui veut faire le deuil de son enfant. Là. Non plus, ça ne me tente pas. Mais pour être sûr qu'elle va être bien, là, qu'elle soit bien dans la vie, là, je suis prête à le faire. Mais c'est ça.
on est toujours en train de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit bien? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Bon, là, je pourrais l'envoyer dans un camp de jour. Je suis extrêmement émue de vous écouter depuis tantôt, là. Mais C'est incroyable d'entendre une maman qui dit « J'ai appris à vivre avec elle, mais il va falloir qu'elle m'apprenne à vivre sans elle. » Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Puis ça va être un vide immense. Je vais essayer d'appliquer mon syndrome de la sécheuse que j'applique. C'est quoi ça? Ben, je dis toujours que des fois, quand on va dans la sécheuse puis qu'on n'est pas bien, ben, on tourne trop longtemps. Puis on sait quand un vêtement tourne trop longtemps, il sent fripper. Hein? Oui. Ben, c'est ça. Mais des fois, quand on essaie de se réajuster, on tourne trop longtemps dans la sécheuse, puis on ressort de là, on est frippé, on est obligé de retourner dans la laveuse pour aller se faire sécher. Je me dis, j'ai l'impression que je vais être obligée de retourner dans la laveuse, me mouiller un peu pour être capable de ressortir indemne de tout ça. Parce que je sais que tout le monde qui vit autour de moi, tout le monde le sait. Là, Joanie, c'est tout. Je fais tout avec Joanie. Là, avec la pandémie, moins, mais moi, je vais faire mon épicerie avec Joanie, là, parce qu'elle aime ça, faire l'épicerie, parce qu'elle aime ça remplir. J'imagine juste de l'embarquer dans l'auto, tout ça, c'est un processus exigeant. Puis tu pousses le fauteuil, tu tires le panier, là, tu es dans les fruits et légumes, puis on en remplit un, puis on en remplit deux. Puis si vous deviez, Marie-Claude, parce que nul n'est à l'abri, mais vous tombez malade demain, on vous dit il vous reste 6 mois à vivre. Ouais. Non, ça n'arrivera pas. C'est comme ça que je pense. Parce que si je pense ça, je ne dormirai plus jamais. Je l'ai déjà pensé, ça. Mais ça crée une anxiété épouvantable. Parce que ça se peut pas. Tu ne peux pas chaque jour te dire OK, il ne faut pas que je sois malade, il ne faut pas que. Je me dis, ça n'arrivera pas. Puis, sincèrement, depuis 20 ans, à chaque fois que je me suis butée à un obstacle, j'ai toujours trouvé des solutions. Puis je me dis, ben si ça arrive, je trouve une autre solution. J'ai toujours trouvé des solutions depuis 20 ans. Pas toujours des Est-ce que vous êtes de celles, Marie-Claude, qui croyait qu'on vit les épreuves, qu'on a la capacité de vivre dans notre vie? Tu sais, on dit des fois, la vie m'a envoyé cet enfant-là. Est-ce que vous avez été capable de vous raisonner à ça dans votre vie? Si la vie m'a envoyé Joanie, c'est parce que j'avais ça à vivre. Je sais pas. C'est réconfortant de se dire ça. OK. Mais je suis pas sûre que c'est vrai. Parce que des fois, il y a des parents qui sont plus capables, puis ils sont obligés d'abandonner parce que physiquement, moralement, mentalement, ils sont plus capables. Puis pourquoi ils l'ont eu, cette épreuve-là, eux? Puis moi, ça va, là, je suis capable de le gérer, mais le parent qui est plus capable de le gérer, pourquoi il a eu cette épreuve-là, lui, s'il était plus capable de le gérer? Je sais pas. Je trouve que c'est peut-être un peu réconfortant de se dire ça, mais moi aussi, il y a des journées que je me dis, ouais, hein, il me semble qu'on aurait passé par-dessus celle-là. Là. Des fois, là, il y a des hospitalisations, là, je me disais, OK, ça fait en 2017, là, au bout de 7 semaines d'hospitalisation, je me dis, il me semble qu'on ferait d'autres choses autres que de regarder En terminant, Marie-Claude, est-ce que vous pensez que le fait que vous avez eu la capacité de penser à vous, vous vous êtes imposé de penser aussi à vous, c'est ce qui a fait, en fait, que vous avez survécu et que vous survivez encore avec Joanie? Mais je pense que oui. Je pense que en fait, c'est très difficile, mais je pense qu'il faut trouver un équilibre entre le travail, entre Joanie, j'ai la chance d'avoir un autre enfant. C'est pas tous les parents qui ont la chance de vivre la vie d'un enfant régulier. Là. Je pense qu'il faut vraiment toutes ces vies, on a plusieurs vies, toutes nos vies, si on est capable de les équilibrer un peu, ça fait en sorte qu'on s'en sort mieux. C'est sûr que le contenant de vie Joanie, c'est le plus rempli. Ouais. Mais fois... votre verre à vous aussi. Ben, j'essaie il n'est pas vide, votre verre, là. Puis il faut pas... Non, en fait, vous rappelez qu'il ne faut pas qu'il soit vide, votre verre. Ben, c'est là le défi. Parce que c'est ça qui fait que vous êtes une meilleure maman aussi auprès de Joanie. Mais c'est là le défi. Parce que si vous êtes toujours dans la colère, puis dans la tristesse, puis dans la déception, à un moment donné, on ne peut plus supporter ça. Mais j'ai la chance d'avoir une bonne joie de vivre. Oui, vous avez de l'énergie pour 10, là, pour 100, j'ai cette chance-là. Puis j'essaie de mettre à profit mon énergie pour faire changer les choses. Oui, bien, ça s'use quand on vieillit, c'est sûr. Ouais. Et c'est pour ça que là, je mène moins de combats qu'avant. Et j'accepte plus de choses chez Joanie. Tu fais des deuils de, bon, ben, elle ne parlera pas, bon, ben, elle ne marchera pas. Et au lieu d'aller contre-courant, tu vis avec la situation au lieu de. Puis vous avez eu la capacité d'aller chercher les outils. Ouais. L'aide que vous aviez besoin, il y en avait probablement moins avant.
C'est parce que c'est jamais si clair que ça et si clairement défini que ça. Hein. Au CLSC, il ne t'arrive pas avec le mode d'emploi de voici toutes les subventions auxquelles tu peux adhérer. C'est pas comme ça. Là. C'est du. Faut que tu sois curieux, puis il faut que tu cherches, puis il faut organisé, ouais. puis les parents qui sont moins structurés, c'est moins facile. Puis c'est pour ça qu'il y a de plus en plus des organismes comme l'Appui, Dieu comme merci, l'Étoile de Dieu Pachot, qui s'occupent des familles pour donner un coup de main pour répondre aux besoins des familles. Mais en quelque part, ça revient toujours à soi. Qu'est-ce que moi, j'ai de besoin pour être heureux, pour être heureuse dans ma vie? Puis ils le disent, il faut comprendre d'abord la maladie. Ouais. Hein, à la base, OK, ça a l'air de ça, là. Ouais. Fait que ça me prendrait ça. Ça, c'est la base de comprendre. Quand un enfant naît, c'est un peu ça qui est déstabilisant parce que tu ne sais pas vers quoi tu t'en vas. Aussi. Quand l'enfant est plus vieux, tu as le portrait. Moi, j'ai le portrait depuis environ 5-6 ans de ce que sera ma fille. Joanie, c'est ça. Et ça ne changera plus. Donc, comme j'ai le vrai portrait, j'ai pu m'ajuster en fonction de la vraie vie de Joanie. Parce qu'en plus, vous, c'est une maladie orpheline, 200 cas dans le monde entier. Ouais. Fait que c'est quand même exceptionnel. Puis aller dans les plus atteintes, ce qui fait qu'on a tout le temps des nouvelles surprises. Mais on s'adapte, on s'ajuste. Si je vous pose la question, ça serait quoi vos conseils aux proches aidants qui nous écoutent, aux parents qui nous écoutent? 1, tu as le droit de pleurer. 2, tu n'as pas toutes les solutions. Va chercher de l'aide. 3, crée-toi un réseau. Sur Facebook, il y a plein de groupes possibles. Va chercher des gens qui pensent comme toi. 4, ne reste pas que dans ça. Va à l'extérieur de ça, vivre la vie normale, puis reviens vers les gens qui sont comme toi pour te conforter dans tes trucs à toi. Et surtout, va demander toute l'aide qui existe aux différents gouvernements, aux différents organismes pour être capable de te créer un quotidien qui va te permettre de bien vivre une vie, un semblant de vie normale, comme j'appelle, puis d'être bien, puis d'être équilibré là-dedans. Reste pas toute seule. C'est la seule chose que je peux dire. C'est la pire chose. Être isolé avec son aidé, là, c'est un gouffre sans fin, ça. Il ne faut pas faire ça. Moi, j'ai mon bonheur avec Joanie. Moi, j'ai une belle vie avec Joanie. J'ai ma routine avec Joanie. On fait nos activités, on fait nos sorties. On se fait des vacances d'été avec des familles, avec ses amis à elle. Donc, on est des parents d'enfants handicapés. On se planifie des vacances, puis des vraies vacances, là, à l'hôtel. On se trouve des endroits où il y a des plages, où il y a des hippocampes, il y a des rampes pour se rendre jusqu'à la plage. C'est organisé. C'est ça. Donc, on se fait une vie qui est belle, pareil, malgré tout. Mais parfois, l'équilibre peut être fragile. Bien, c'est évident, puis avec raison. Déjà, de vous regarder puis de vous voir debout, 20 ans, c'est quand même exceptionnel. Marie-Claude, en tout cas, je ne sais pas si votre Joanie, sûrement qu'elle vous le dit ou elle vous le traduit d'une façon que vous ressentez, très certainement, mais je pense qu'elle doit se trouver bien chanceuse d'avoir une maman et un papa comme vous. Puis merci, c'est tellement touchant, inspirant. C'est vraiment inspirant de vous entendre. Puis je suis certaine que les familles, les parents qui nous écoutent, qui vous regardent en plus parce qu'on peut vous voir, je trouve que ça doit soulager, ça doit rassurer à quelque part. Merci. Merci. Puis si Joanie était là, elle pointerait son cœur sur sa table de communication pour dire « je t'aime ». Ah, mon Dieu, vous lui donnerez un gros bec de notre part, OK? Merci beaucoup d'être venu. Durant sa jeune vingtaine, elle est devenue la proche aidante de sa maman, qui était âgée de 63 ans à l'époque, atteinte d'un cancer du poumon. J'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Louise Deschâtelet, que j'ai aussi le plaisir d'appeler mon amie, parce qu'on est un petit groupe de filles. Et on se voit de temps en temps. Ma belle Loulou, tu me permets? Comment ça va? Je suis contente que tu sois là. Bien, ça me fait plaisir, surtout pour parler d'un sujet de cet ordre-là, qui est un sujet très prégnant actuellement dans la société et que moi, j'ai vécu jadis et qu'en fait, par ton invitation, tu me fais revisiter. Puis on n'a jamais parlé de ça ensemble, nous, là, dans le privé, je pense, ça n'a comme pas donné, jamais. Jamais. Et je ne savais pas ce volet-là, ce chapitre-là de ta vie. Tu avais 20 ans. Raconte-moi un peu. J'avais dans la jeune vingtaine et ma mère, qui n'avait jamais été malade de sa vie, mais qui vivait seule et qui continuait toujours à travailler. Elle était responsable de la cafétéria à l'hôpital Saint-Luc de nuit.
avait décidé de prendre des vacances et d'aller en voyage en Grèce, dans une croisière avec une de mes tantes, une de ses sœurs, et elle est revenue extrêmement fatiguée. Et puis, devant sa difficulté à reprendre le rythme, on a dit, ben, on va aller passer des examens, étant donné que c'était facile de le faire à l'hôpital Saint-Luc et que ma mère était déjà, elle, surveillée parce qu'elle avait une tache sur les poumons qui remontait à il y a très longtemps. Et donc, et elle avait eu des examens juste avant de partir. Donc, on s'est dit, il n'y aura rien de grave, mais on va vérifier. Et le verdict est arrivé, je dirais, une semaine plus tard, parce qu'à l'époque, les choses allaient moins vite que maintenant. Quand j'étais dans sa chambre à l'hôpital, elle était hospitalisée à Saint-Luc, justement. J'étais dans sa chambre à l'hôpital et le médecin est venu la voir pour lui parler. Puis il a dit, vous êtes la fille de madame? J'ai dit oui. Il dit, je voudrais vous voir seule à seule dans le couloir. Alors, moi, je suis sortie. À l'époque, on parlait pas de cancer, puis on disait rarement aux malades ce qu'ils avaient vraiment, à moins qu'ils ne le demandent. On le disait aux membres de la famille, là, Oui. le mari, la fille, oui. Exactement. Et là, il m'a dit, votre mère, elle a un cancer du poumon. C'est ajouté à la tâche qu'elle avait avant, mais qui n'était pas vivante. C'est ajouté des métastases. Et là, ça a essaimé partout. En un temps record, parce que les examens qu'elle avait passés précédemment, c'était, je te dirais, 8 à 9 mois avant ce moment-là. Et j'ai dit, mais quel est le verdict pour ma mère? Ils dit, on va faire des traitements de radiothérapie, mais votre mère a pour un maximum de 8 mois à 1 an de vie. Puis je dis, là, vous me dites ça à moi, est-ce que vous allez le lui dire à elle? Il dit, si elle ne me le demande pas, je ne lui dis pas. Hey, ça, c'est incroyable quand même. Alors, mais c'était la méthode de l'époque. Et ça ne pourrait plus se voir aujourd'hui. Et donc, moi, je suis restée avec ça. J'ai fait venir mon frère, je lui ai exposé ça. Puis mon frère était tellement dans le déni que pour lui, c'était pas vrai. Sa mère était éternelle. Puis il n'a pas voulu m'entendre. Et tout de suite, je dirais, elle a continué à vivre chez elle, mais comme elle était très fatiguée, j'ai senti... Pas longtemps après, elle est allée vivre chez toi. Ah oui, parce qu'elle n'était pas capable d'aller travailler comme elle voulait le faire, mais elle était même plus capable de s'occuper d'elle-même. Elle a périclité très vite. Et donc, je lui ai dit, tu vas venir vivre chez nous. Je vivais avec un compagnon à l'époque, Pierre Renaud, des librairies Renaud-Bré, pour ne pas le nommer, qui a été extraordinaire et qui a dit, ta mère s'en vient vivre avec nous, on ne peut pas la laisser seule chez elle. Hey, et ça, c'est un support exceptionnel. Mais Louise, ce qui est quand même incroyable, c'est que vous n'avez jamais parlé de cancer. C'est un mot que tu n'as même pas pu, toi, avec ta maman, là. C'est probablement, j'ai déjà écrit dans un livre d'ailleurs, mon plus grand regret de vie. Je n'ai jamais été capable de transcender le secret parce que ma mère n'en parlait jamais. Quand elle parlait de ce qu'elle avait, elle disait ma maladie. J'allais avec elle au traitement de radiothérapie, j'étais tout le temps avec elle, à part des moments où je travaillais. Et jamais elle n'a prononcé ce mot-là. Et quand ses sœurs venaient, c'était pareil. Je leur demandais, est-ce qu'elle vous a dit ce qu'elle pense avoir? Elle n'a jamais prononcé. C'était tabou. C'était tabou, puis elle avait peur. Je crois qu'elle avait très, très peur. Très peur de mourir, très peur de ce qu'elle avait, puis elle préférait ne pas en parler. Puis à l'époque, j'ai pas été capable. Je m'en veux. Respecter ça en même temps. C'était comme de trahir quelque chose que d'imposer, de dire, maman, tu le sais, tu as un cancer, puis là, il faudrait qu'on en parle. Ouais. Tu penses quoi? Pour toi, c'était un peu d'être... C'était pas faisable. Oui. C'était pas faisable. Et je te dirais 3 mois plus tard, elle m'a dit, j'aimerais ça retourner chez moi, vivre un peu dans mon appartement. On l'a ramenée chez elle, ça n'a même pas duré 1 semaine. Je me suis rendu compte que d'un, elle ne se faisait pas à manger. Elle ne faisait qu'une chose, à manger, du sucre à la crème. Elle avait toujours adoré ça. Elle se faisait des lèches frites de sucre à la crème et elle ne mangeait que ça. Quoi dire à quelqu'un dont on sait qu'elle va mourir? Ne fais pas ça, ça se dit pas. Et là, on l'a ramenée chez nous, puis petit à petit, les problèmes de respiration sont arrivés et les problèmes d'absorption d'aliments sont arrivés. Alors, c'est très difficile. Puis il n'y avait aucune forme d'aide à cette époque-là. On ne pouvait pas se faire conseiller. Mais j'allais dire, comme proche aidante, là, ça a été quoi ton expérience? Oui, c'est ta mère, t'es sa fille, mais par rapport à des services, justement, là, il y a longtemps. Il n'y en avait pas. Les CLSC n'existaient pas encore.
Alors, il y avait juste les cliniques paroissiales ou les cliniques de quartier, petites cliniques. Donc, moi, quand ma mère allait très mal, j'appelais le 911, puis l'ambulance venait la chercher, il l'amenait à l'hôpital, puis 2 jours après, il la ressortait. Parce qu'à la même époque, il y avait une grève dans le milieu hospitalier, des grèves perlées d'infirmières, d'assistantes infirmières. Oui, c'est ça. Toi, tu as vécu ça. Oui. Là. Alors, il ne pouvait pas la garder, il ne voulait pas la garder. Il disait, votre mère va mieux, ramenez-la chez vous. Il la shootait, comme on peut dire, à l'oxygène, puis il me la renvoyait à la maison. Jusqu'au jour où elle ne pouvait plus respirer du tout. Puis là, on s'est bien rendu compte, Pierre-Renaud et moi, qu'elle ne passerait pas au travers. Tu sais, il n'y avait plus rien qui passait, ni nourriture, ni eau. Et elle est morte, elle est entrée à l'hôpital, elle est morte 4 jours plus tard. Vraiment, je pense que c'est ça, ça a duré comme 8 mois de radiothérapie et elle est décédée. Décédée, oui. Et ça a été, je te dirais, une expérience à la fois extraordinaire parce que j'avais jamais vécu j'avais pas vécu depuis longtemps aussi proche de ma mère et j'avais jamais vu mon conjoint de l'époque être aussi gentil avec même pas sa propre mère. Ça dit beaucoup hein, oui. Dans ces moments-là. La librairie était pas très loin de notre résidence. Il venait manger avec elle tous les midis quand j'étais pas là pour manger avec elle. Il la laissait jamais seule. Il lui apportait des livres, il lui racontait des affaires. Il l'entretenait de choses pour lui changer les idées. Comme si c'était sa propre mère. Exactement, exactement. Et je pense qu'elle n'est pas partie malheureuse. Elle est sûrement partie triste du fait de ne pas avoir parlé avec moi. Là. Ça, je le croirais. Mais moi, c'est ce qui me touche beaucoup dans ton récit. C'est toute cette pudeur, ce tabou, ce non-dit. Puis même si on est en 2022, il y a des gens qui nous écoutent, là, des proches aidants, que ce soit avec un conjoint, qui ne parlent pas de la maladie, qui ne veulent pas entendre parler de la maladie ou que l'aidant se sent incapable. Il y a plein d'affaires là-dedans. Hein. Ça existe encore, ça. Ah, ben oui, mais si on savait le bien que ça fait à soi-même, et à la personne aidée de dire des vrais mots, on ne s'abstiendrait jamais de faire ça. C'est pourquoi j'ai autant regretté, parce que c'est thérapeutique. Une fois que tu as une image, tu n'es plus dans un flou. C'est sûr que la mort n'est pas une belle perspective. Il y a tellement de flou là-dedans. Oui, mais c'en est une claire. Et ça te permet de composer avec plus facilement. Et c'est pourquoi je m'en suis longtemps voulu. Aujourd'hui, je me dis, c'était pas destiné à se passer comme ça, mais je ne le referai plus jamais. Non. Et j'ai un ami actuellement dont je ne m'occupe pas, mais qui est censé être mort depuis le mois de septembre, et il est encore en vie. Et je le vois régulièrement et on parle de sa mort, on parle de sa maladie, on parle de ses émotions. Puis c'est un homme, là, c'est même pas une femme. On peut pas dire qu'il y a affinité pour ce genre de sujet-là avec les hommes. Eh bien, on en parle. Et c'est très, comment je te dirais, c'est très aidant. Tellement, de juste me trouver les mots. Puis j'irais plus loin, Louise. Est-ce que tu dirais que ton courrier du cœur, tu sais, avec le Journal de Montréal, est-ce que ça, puis ça fait longtemps, là, ça fait quoi, 20 ans que tu fais ça? 20 ans. J'avais pas réalisé que ça faisait 20 ans que tu faisais ça. Dirais-tu que ce courrier du cœur-là t'a quand même permis, justement, de faire, gars, je vais trouver une autre façon de mettre des mots sur les choses dans la vie, parce que c'est ça que tu fais via ton courrier Exactement. du cœur. Et c'est pour ça, c'est probablement pour ça que la vie m'a menée vers ça. C'est peut-être à cause d'une difficulté personnelle, d'une retenue personnelle que j'avais. D'une éducation. L'éducation. Hein? J'ai appris à développer ce côté-là. Et malheureusement, dans ce courrier-là, il y a des cas pas mal plus pathétiques que le mien et celui de ma mère. Mais les gens se confient. Tu les aides à mettre des mots sur ça. Et Dieu sait que les proches aidants, puis dans toutes les sphères, là, pas juste pour des gens qui soignent des cancers. J'ai une amie avec qui je travaille dans une pièce de théâtre actuellement. Elle va garder son père de façon sporadique et son papa est atteint de la maladie d'Alzheimer, mais dans les stades pas précoces, mais à peu près mitoyens. Alors, des bouts, il est là, des bouts, il n'est pas là. Quand elle nous raconte ce qu'elle vit avec son père, et elle dit... Je suis obligée de faire ce passage-là avec mon père parce que je veux l'accompagner, même si je pense
qui ne comprend pas grand-chose de ce que je lui Oui, mais dis. c'est une présence, hein? La voix, même les gens qui sont dans des comas, ils disent, on leur parle, Oui. ils nous entendent, ça vit là-dedans, là, dans la tête, dans le cœur, puis c'est riche. Puis oui, j'imagine, c'est pas pour rien, donc, que ça fait 20 ans que tu fais le courrier du cœur du Journal de Montréal. Quelle richesse! Ma belle Louise, t'es tellement fine d'être venue. Là, écoute, tu nous as permis de replonger dans ton passé, qui est quand même un... Tu sais, tu dis, c'est une des choses que j'ai regrettées dans ma vie avec ma mère. Ah oui, fait oui, que... oui. Indiscutablement. Alors, je le dis aux gens dans le courrier, parlez avec vos malades, parlez avec ceux dont vous vous occupez. C'est ce que tu veux dire là, aux aidants qui nous écoutent les aujourd'hui. aidants, dites-leur la vérité. Puis quand vous êtes au bout du rouleau, dites-le aussi. Dites-le, je suis épuisée, mais ça me fait plaisir d'être avec toi et je vais t'accompagner jusqu'au bout. Mais sache qu'il y a des jours, ça se peut que j'ai des sautes d'humeur, ça se peut que je manifeste ma fatigue. Oui, parce qu'on se sent tellement désarmé. Hein, on veut aider, puis on peut pas, on est limité, on comprend pas. On a-tu le droit de faire ça? On n'a pas le droit de faire ça. Là, t'as pas le droit, tu peux pas. On est en colère en dedans parce que tout est limité. La personne qu'on aime est limitée. Nous, on est limité comme personne aidante, aimante, comme membre de la famille. C'est très difficile pour tout le monde. Puis Dieu sait comment une fois, juste une petite étincelle qui s'allume entre les deux personnes. Ah, c'est magique. C'est magique, puis en même temps, ça peut être difficile. Alors, profitez de cette petite flamme-là, puis tisser le lien à jamais. Parce que moi, je suis convaincue, je ne suis pas croyante, mais je suis convaincue que les morts sont autour de nous. Moi aussi, ils nous accompagnent. Merci, Louise. Merci. Beau cadeau. Elle travaille depuis bientôt 10 ans auprès d'adolescents et leurs familles, des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de dépendance. Elle a, paraît-il, une grande expérience en ce qui touche la proche aidance. On a vraiment un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Gabrielle Brindamour. Merci. Oui, on s'est mis à parler tout de suite quand tu es rentrée. On s'est aussi tutoyé spontanément. Ouais. Et je te disais, ton titre exact, tu es intervenante sociale... Oui, c'est la terminologie. Oui, tout ça. Oui. La terminologie qu'on utilise beaucoup, c'est intervenant psychosocial. Oui. Peu importe le diplôme qu'on a obtenu. Oui. Puis moi, personnellement, je suis aussi chargée de cours en éducation spécialisée. OK. Et on s'est mis à parler de faire ça dans la vie, choisir un métier comme celui-là. Tu m'as spontanément dit, ça change une vie. C'est clair. Ça change notre façon de réfléchir la vie, ça change notre façon de vivre notre vie, puis ça change nos relations avec nos proches aussi. Parce que tu deviens comme, j'ai le goût de dire une source d'influence, mais tu n'interagis plus de la même façon parce que tes perceptions, tu sais, c'est un genre de médecine conscient. Oui, toutes tes perceptions changent d'un bout à l'autre. Fait que tes relations sont teintées de ça, c'est sûr et certain. Puis c'est ce qu'on essaie d'enseigner aussi aux proches. Hein? Oui, aux proches aidants. Puis parlons-en, parce que toi, vous dites que les proches aidants, donc parents, famille, frères, sœurs, ont de la difficulté à se prendre en charge eux-mêmes. Donc, c'est pas évident de prendre en charge un enfant qui est en difficulté. C'est complexe, tout ça, là. Bien, c'est très complexe. Puis c'est d'autant plus complexe, dépendamment du lien qu'on entretient. Tu sais, les parents, d'emblée, ils ont un peu le sentiment... Ça vient comme un peu avec je vais vous dire, la job de parent où tu es responsable de l'autre. Puis c'est dur là, de saisir la ligne où c'est beau, l'autre personne, c'est une personne à part entière, c'est un adulte. Puis quand la maladie mentale elle s'insère là-dedans, je vais le mettre comme ça, quand ça s'insère, bien, l'autre personne a tendance aussi à avoir plus besoin d'aide. Le sens de cette responsabilité-là ne fait que s'accroître, puis ça devient presque limite une obligation. Mais dans d'autres types de relations, comme par exemple quand c'est un conjoint, bien là, on va vouloir surcompenser. Puis quand on est l'enfant d'eux, bien là, on se dit, bien si ça se fait pas, ça rajoute du fardeau à mon parent, fait que je vais le faire. Là, on appelle souvent ça des enfants parentifiés. Mais si on est le frère ou la... Parentifié, j'adore ça, OK. C'est un terme qu'on utilise beaucoup. Oui. Mais si on est un frère ou une sœur, mais ça aussi, ça vient changer la donne, parce qu'on a moins peut-être le sentiment d'obligation ou de responsabilité envers l'autre. Une certaine distance. Il y a quelque chose qui est là. Mais on s'inquiète pour nos parents quand même qui sont en train de s'inquiéter, cette personne-là. Puis ce qu'on voit beaucoup, ça va être beaucoup un sentiment de culpabilité. Quand toi, tu vas super bien, tu réussis à l'école, ta vie va bien, tu as une vie professionnelle, une vie active, tu es en amour, tout est petit guidou. Puis ton frère ou ta sœur, c'est tout le contraire. Fait que cette espèce de...
j'ai vraiment droit, moi, à ça? C'est injuste. Oui, culpabilité. Fait que là, il ne faut pas que tu prennes trop de place dans la famille. Fait que dépendamment des liens, fait que la prise en charge personnelle va aussi être affectée par le lien avec l'autre personne. Absolument. Parce que les gens, ils ont pour la plupart, en tout cas, nos membres de l'entourage, ils ont une vie standard. Il faut qu'ils aillent travailler, il faut qu'ils payent leur compte. Il faut aussi qu'ils s'inquiètent, qu'ils aient au rendez-vous chez le psychiatre puis chez le médecin. Puis... Comment départager tout ça, en fait. Puis il paraît qu'il y a un sentiment aussi qui peut facilement s'installer, c'est la codépendance qui peut se développer, donc entre l'aider et l'aidant. Je vais platement dire que c'est un peu un classique. Il y a cette espèce de non-dit entre les deux personnes où tu dépends un peu comme de mon aide pour mieux fonctionner et pour me sentir plus utile ou en tout cas me sentir... important, oui, je fais attention à ces mots-là parce que les gens réagissent des fois quand on dit ça. Mais significatif, important, impliqué, engagé, déculpabilisé, tout plein de termes différents, dépendamment des gens, mais il faut que tu me renvoies. Il faut que moi aussi, je sois... je dépends un peu de toi qui dépend de moi pour que dans cette dynamique-là, on puisse tu dépends de moi pour t'aider, puis quand tu vas bien, je vais dépendre de toi parce que là, tu vas... C'est tout ça aussi. Ça crée ça. Ce que je lisais, c'est qu'en donnant à l'autre, on a le sentiment de prendre soin de soi aussi. Il y a des gens beaucoup de gens pour qui ça fait ça. Parce qu'on s'inquiète des gens qu'on aime. Hein? Pas besoin d'avoir un problème de santé mentale. Là. Ça suffit d'aimer quelqu'un. Oui. Pour que si cette personne-là ne va pas bien, on s'inquiète. Ce sentiment-là, il va avoir un impact sur moi psychologiquement, puis sur moi physiquement, puis sur toute ma routine de vie. Fait que du moment que je t'aide à aller mieux, moi aussi, je vais mieux. Ça, on entend ça souvent. Ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'il faut qu'il aille bien pour que j'aille bien. Ben oui. Mais comme nos enfants, quand nos enfants sont heureux, on est heureux. Oui, mais c'est pas ce qu'on prône. C'est pas ce qu'on prône. Non, on prône plus apprends à être bien, puis tu vas pouvoir l'inspirer à vouloir être bien, puis tu vas pouvoir lui montrer comment faire parce que tu vas être en train de le faire. Fait qu'au lieu de l'aider lui à aller bien ou elle à aller bien, tu vas être en train de dire voici comment je fais moi pour aller bien. Fait que tu peux faire ça. Mais en fait, c'est ça. C'est de leur enseigner voici comment faire. Ça touche à l'autonomie. L'autonomie, c'est pas juste être capable de gérer son budget, hein? Ouais. C'est être capable de s'autoréguler. Ce qui est très difficile quand on a un problème de santé mentale. Oui. Nos responsabilités, mettre les choses à leur place. Il faut que je fasse ça. Il faut que je m'occupe de ça. Payer mon loyer, payer mon électricité, je reçois un chèque. Oui. Tout organiser la vie, en fait. Hein? Toutes les perceptions qui gravitent autour de ça, comme toi étant une victime, des fois, c'est le cas. Des fois, c'est une perception. Puis la ligne est mince. Mais ça fait réagir les gens différemment par rapport à ce qu'on perçoit de toi. Ça peut créer toutes sortes de dynamiques familiales. C'est difficile sur les familles puis les membres de l'entourage parce que c'est pas tout le monde qui a la même perception. Non, comme un père et une mère, là, justement, si on parle d'un adolescent là, qui a des problèmes de santé mentale ou de consommation, de dépendance, peu importe, c'est pas tout le temps que les deux parents sont d'accord. Le père ou la mère, là, peu importe, va dire non, tu laisse-les faire, laisse-les aller. L'autre va dire non, on va se surprotéger. Ça défait ça aussi, là, ça affecte ça, ces liens-là aussi. On parlait tantôt, on faisait référence avec la pandémie et tout ça. Puis on se disait, mon Dieu, hein, vous avez dû pas chômer pendant la pandémie. Et là, on commence à se déconfiner, mais en fait, c'est encore plus intense le fait qu'on se déconfine. Là. Bien, pour nos membres de l'entourage, oui. Puis encore là, ça dépend du lien. Parce que si tu vis avec la personne, le confinement, c'était pas facile. Fait que c'est plus eux qu'on a aidés. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas nécessairement toujours nous contacter. Quand tu es tous pris dans la même maison, tu sais, je vais appeler quelqu'un ou c'est compliqué. Ceux qui ne vivent pas avec, c'est pendant la période de déconfinement, ce qu'on était aperçu dans les 2 dernières années, c'était ça. Fait que pendant la période de déconfinement, là, ils ont accès à wow, ça a dégringolé pendant je ne sais plus combien de semaines ou de mois. Je n'ai pas été témoin de ça. Puis là, je me rends compte qu'ils étaient en pleine psychose. Bien, il faut qu'on agisse avec urgence immédiatement. Fait que ça a créé une irrégularité. Je pense que c'est le bon terme. Désorganisation, une irrégularité. Ouais, une inconstance. Ça a créé ça, même dans la demande d'aide. Oui. Vous dites aussi, il paraît, selon les données, un proche aidant a ses propres besoins puis il doit les considérer. Puis ça c'est général, là, qu'on parle de santé mentale ou pas. Peu importe le rôle ou le contexte dans lequel on se retrouve comme proche aidant, c'est très difficile. Puis on réussit pas souvent ou pas tellement. Pas toujours, c'est ça. Pas toujours. Effectivement. Le don de soi, c'est une valeur qui a été beaucoup mise de l'avant aussi
en tout cas pendant de très nombreuses années. C'est bien vu de se donner au détriment ou pour l'autre. Il y a une partie que c'est ça, puis il y a une partie aussi où il y a toute cette perception-là où si moi, je vais bien puis je suis capable, bien, ça va un peu de soi que je vais me décentrer de moi puis je vais m'occuper de toi parce que tu es tellement plus en besoin que moi. Alors que si les deux apprennent à s'occuper de soi, bien, les deux vont trouver une certaine forme d'équilibre. Je ne dis pas que ça va être parfait, mais ça, que ça soit santé physique ou mentale, là, au final, on est à la même place où en fait, c'est toute la charge émotive qu'on a de voir la personne qu'on aime qui ne va pas bien, qui fait qu'on est dans l'oubli de soi, là, parce que notre focus est sur l'autre. Mais deux personnes à terre, c'est laquelle qui va lever laquelle après, tu sais. Ouais. On en prend une qui est debout pour tendre la main à l'autre, là. Fait et c'est pour ça que prendre soin de soi en tant que proche, c'est archi important. Quand les membres de l'entourage comprennent que ça peut créer de la culpabilité à long terme chez ton proche, que tu t'es épuisé pour en prendre soin, là, ça vient comme ordonner le droit à exister. C'est qu'il n'y a pas juste l'autre personne. Puis ça, la charge va être plus forte si tu es la seule personne qu'on considère le proche aidant. Si vous êtes 18, c'est bien différent que si tu es toi. Fait qu'il y a plein de facteurs, mais prendre soin de soi, c'est vu comme quelque chose qui est égoïste. Oui, bien c'est justement, puis vous m'amenez exactement où je veux aller. La société là, dans laquelle on vit, là, on juge ça. Notre perception quand on regarde ça. On a beau être en 2022, je pense qu'il y a encore ça. Souvent, et je pense c'est souvent ce que le monde va penser aussi. Hein? On a une sensibilité face à ça. Ce que ma famille va penser que justement, là, non, j'ai du temps de répit, puis en fin de semaine, je m'en vais dans un chalet avec mon amoureux ou peu importe, ma soeur, mon frère. Puis l'enfant va être à un endroit X. Ça peut être chez un frère ou une sœur aussi, là, juste ailleurs dans la famille. Tout à fait. C'est beaucoup, hein? On se juge soi, mais on pense qu'on se fait juger aussi. Là. C'est comme un cercle vicieux. Ouais. Ça existe encore, ça. Ça existe encore. Est-ce qu'on juge comme société? Ça dépend qui. Il y a encore des gens qui le font. Je pense que c'est moins présent qu'avant, mais c'est là qu'on change une culture collective. Hein? Ça se fait pas... Oui. Mais tu sais, le fait qu'on parle de plus en plus de ça aussi. Hein? Oui. Tu sais, la santé mentale, la maladie. On vit dans une société, Dieu merci, qui s'ouvre de plus en plus, puis on a accès à des émissions de télé, radio, où on parle de ça. Mais... de plus en plus, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec notre balado, c'est de dire aux gens, tu as le droit de prendre un temps de répit. Tu dois prendre soin de toi. Bien, c'est tellement parfait. Moi, je te donne le job d'intervenante à soir parce que c'est exactement... non, mais pas vrai. Parce que c'est exactement ce qu'il faut qu'on apprenne. On a des droits, nous autres aussi. Peu importe t'es qui dans la vie, tu as le droit de prendre soin de toi puis tu as le droit au plaisir. Ouais, c'est un autre droit, ça, qu'on a de la misère. Tu sais, quand quelqu'un est souffrant autour de toi, là, peu importe c'est quoi sa souffrance, là, bien, tout devient très, très sérieux tout d'un coup. Puis le plaisir, là, c'est comme inapproprié. Puis ça, sur le plan social, on le voit encore. Puis on l'a vu dans la pandémie, là, sans dire qui exactement, là, mais c'était très sérieux. Puis là, si tu faisais une blague, c'était vu comme, ou si tu avais du fun, ou si tu dansais, ou c'était vu comme inapproprié parce que les temps sont sérieux. Mais le plaisir, c'est ce qui va venir aussi contrebalancer un peu tout ton flot affectif qui est comme juste vraiment trop lourd. On ne se donne pas le droit au plaisir. Fait que le droit au repos, le droit au plaisir, c'est difficile parce que tout est fait qu'on sérieux. pense à soi. Hein? En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Ouais. Tu n'as pas le droit de penser à toi, peu importe. Parce que lui ou elle souffre. C'est la vieille philosophie. Là, qui, mais c'est humain. C'est humain, c'est essentiel. Ça. Ben oui, hein? C'est humain de penser que c'est pas correct, mais en même temps, c'est humain d'avoir c'est des besoins. C'est essentiel. C'est le mot que tu as utilisé. C'est des besoins. Effectivement. L'évolution au niveau de l'offre de services. Veut pas, là, on parle de santé mentale, en fait. Là, fait qu'il faut davantage diversifier les offres de services. Ça fait, une dizaine d'années, mais je pense que ça fait très longtemps que tu es dans le milieu. Est-ce que toi, tu as vu... c'est quoi, Gabrielle, l'évolution que tu as vue à ce niveau-là? Là? Toi, dans ton milieu, toi, les outils que tu as, toi, pour aider les familles à s'aider ou pour équiper les familles, en fait? Bien, il y a eu beaucoup de choses au fil des ans. Là, ça se développe, ça évolue beaucoup. Puis plein de gens qui ont une belle visibilité, comme plein d'artistes qui ont des belles visibilités, qui en parlent ouvertement. Ça aussi, ça fait une grosse différence parce que ça déstigmatise. Fait que ça...
une des choses qui a beaucoup évolué, c'est qu'on est beaucoup plus en prévention qu'en intervention. Bon, on fait les deux, mais on se rend compte que prévenir, ça marche pour vrai, c'est important. Oui. Puis, on commence à diversifier l'offre de services. Tu sais, longtemps, on a pensé santé mentale, ça prend un psychiatre. Oui, parfois. Puis Oui, parfois, pas pas systématiquement. qu'un Mais psychiatre, non. parfois, pas nécessairement. Est-ce que ça prend qu'un psychologue? Ben, parfois non. Un tu sais. médecin, parfois oui. Parfois un médecin, parfois un éducateur Une spécialisé, médication, parfois un ici, parent aidant. ouais. Tu sais, il y a tellement de gens qui ont des expertises différentes. Puis ça, c'est ce qui évolue le plus, je pense, depuis les... Tu sais, des organismes comme le nôtre, ça fait 30 ans que ça existe. Puis je pense que c'est une des choses qui évolue, c'est qu'on commence à comprendre c'est quoi, premièrement, les organismes communautaires. Puis les organismes communautaires se sont professionnalisés aussi. On n'est plus juste dans le parent aidant, on est beaucoup dans... Il y a plein de différents professionnels qui travaillent dans ces organismes-là, qui offrent une forme d'intervention qui diffère du réseau, puis qui est complémentaire. C'est pas, ça faut-tu qu'il y ait là ou là, faut probablement qu'il y ait tout partout, finalement. Ça, j'aime ça, Oui. c'est complémentaire. C'est complémentaire. Puis quand on va adopter cette prise de position-là, je pense que ça va faciliter la vie de beaucoup, beaucoup de gens. Ouais, C'est ouais. ce que je pense. Puis c'est d'encourager davantage, parce que oui, notre système de santé, on parle de nos gouvernements, je veux dire, il y a des services qui sont là, mais tous ces autres services connexes-là Ouais. doivent de plus en plus, ou en tout cas, doivent travailler de pair. Tout à fait. Doivent travailler de pair. Puis on parle, moi, les médecins que j'ai rencontrés dans ma vie ces dernières années, tous me disent tu sais, que la proche aidance, c'est pas mal le futur de notre système de santé. Puis je dis toujours, quand tu es malade, c'est chez vous que tu veux être. Fait, tu ne veux pas être dans un lit d'hôpital de toute façon. Fait qu'il faut maximiser ça puis travailler ensemble, Tout en à fait. fait. Sans déplacer un fardeau. C'est ça l'enjeu. Sans déplacer un fardeau. Ben, c'est l'enjeu, à mon avis. Parce que si tout repose sur le proche aidant, ben, le proche aidant est la personne suivante qui cogne à la porte à l'hôpital. Et là, on tourne en rond. Fait que faut pas déplacer... Ben, le fardeau, c'est pas le bon terme. Il ne faut pas déplacer la charge. Il faut la redistribuer. C'est bien différent. Puis cette personne-là aussi, elle va avoir besoin de soutien parce qu'elle a ses propres enjeux, puis elle a les enjeux de l'autre, puis elle a les inquiétudes, puis elle ne sait pas trop comment s'y prendre, puis c'est pas son métier. Puis, tu sais, on met tout ça ensemble. Fait que là, elle a un sentiment d'imposteur, puis elle a peur de mal faire, puis il y a comme plein d'émotions de prix. Fait que chacun a besoin de l'aide pour arriver à ce que cette personne-là, elle soit chez elle quand elle en a besoin. Oui, puis tu sais, comme le grand problème, je pense, de tous les proches aidants, on a tous fait ça ou on va tous faire ça, c'est de penser qu'on peut porter tous les chapeaux. C'est impossible. C'est inhumain. Je suis pas une psychologue. Mais c'est inhumain. Et c'est inhumain, mais je n'ai pas les compétences. Non. Fait C'est que pas même nécessaire. Si je veux, non, mais tu sais, au départ, on a eu, nous, ici, là, des témoignages où il y a juste moi qui peux s'occuper de ma fille. Ouais, Il y a juste moi qui pouvais s'occuper de ma mère. Elle voulait pas que personne d'autre s'en occupe. J'étais sa fille. Je suis... Oui, mais moi, je me dis, puis je l'ai appris, oui, par mon expérience personnelle, mais quand on veut être adéquat ou à la hauteur ou du mieux qu'on peut être comme proche aidant, c'est aussi d'avoir la capacité d'aller se chercher de l'aide. Parce qu'on va juste être meilleur. Puis ça va nous dégager de certaines responsabilités que de toute façon, on ne sait pas quoi faire. Mais dans notre vrai rôle d'accompagnement, d'écoute, dans le reste de la job qu'il y a à faire, on peut juste être meilleur à quelque part. Ah, puis il ne manquera pas d'ouvrage, même si on délègue un peu. Oui, c'est... c'est bon, ça ne manquera pas d'ouvrage. Ça, c'est sûr et certain. Puis, mais ça demande quand même un exercice d'humilité, hein, être capable de faire ça, parce que reconnaître ses limites. Oui. Puis on veut pas s'en donner en proche aidance parce qu'on veut... Ben, en général, je goûte, tu sais. Ouais, c'est pas notre force, les humains, de dire « Oh, moi, je suis bourrée de limites puis je suis pas capable de... » Oui, mais tu sais, dans la proche aidance, ta mère est malade, ton père est malade, ton enfant est malade, ta sœur, tu sais, ta sœur qui est comme ta jumelle, tu veux tellement être sa coche, puis tu veux tellement tout gérer puis être parfait, tu sais. C'est impossible, ça n'existe pas, mais ça prend du temps des fois à le comprendre. Puis il faut essayer de le comprendre parce que ça sauve du temps puis ça sauve des santé aussi, hein? Santé mentale et physique. Oui, mais ils vont ensemble, là. Oui. De toute façon. En résumé, Gabrielle, si tu avais quelques mots-clés, quelques phrases-clés à partager avec ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, tu dirais quoi? Si je m'adresse aux gens qui sont un membre de l'entourage d'une personne en difficulté, puis j'aime le dire comme ça, faut comprendre que c'est une personne à part entière, puis il faut comprendre qu'on est aussi une personne à part entière, puis que les besoins, ils peuvent différer d'une personne à l'autre. Puis il ne faut pas hésiter à être accompagné en tant que proche aussi,
Parce que en tant que proche, moi aussi, j'ai des émotions, puis moi aussi, j'ai des besoins. Puis si j'en fais fi, ben, je deviens la personne qui a besoin, puis ça finit plus de finir. Ça, c'est le message que j'aurais à passer aux proches. À monsieur, madame, tout le monde, c'est d'essayer j'aurais le goût de dire de diversifier, de s'ouvrir en tout cas aux différentes formes d'aide qui existent dans la vie, puis d'être sensibilisé au fait que parfois, c'est hors du contrôle de quelqu'un, ce qu'elle vit puis ce qu'elle ressent. Puis qu'à tout moment, peu importe si ça semble adéquat ou pas, la personne est en train de faire le meilleur de ce qu'elle peut faire avec qui elle est à ce moment-là. C'est peut-être ça, je pense, mon mot final, c'est rajouter le terme pour le moment dans nos pensées, dans nos façons d'exprimer les choses. Souvent, les proches vont nous dire « Ouais, mais elle va pas bien, nanana. » Oui, pour le moment. Elle est là-dedans, là, mais ça, c'est pas une fin en soi. Ça bouge, ça évolue. Ça peut régresser, mais c'est en mouvement, tout ça. Hein? Merci vraiment beaucoup, Gabrielle Brindamour. C'était le fun de parler avec toi. Puis j'en profite pour vous donner le numéro de téléphone d'Info Aidant, le 1-855-852-7784. Les conseillers, conseillères sont là pour vous aider, vous accompagner, vous guider, vous écouter. Des fois, on a juste besoin d'écouter. On a besoin de se faire écouter, de vider notre sac de peine, de frustration, de colère, de tout ce qu'on peut vivre, en fait, dans cette situation-là. Parce que tout le monde souffre. Hein? Tout le monde est démuni, tout le monde en arrache, tout le monde, c'est difficile pour tout le monde. Hein? Et l'aider et l'aidant aussi. Merci infiniment. Bien, merci pour l'invitation. C'est déjà tout pour ce 4e épisode du balado des proches aidants. Hein? Vous avez vu des histoires, des conseils qui résonnent, j'espère, en vous, et qui fait que ça nous touche, ça nous parle, ça nous concerne. On se reconnaît, je pense, à travers ça à chaque fois. Je veux remercier sincèrement mes invités, Marie-Claude, Louise et Gabrielle, pour leur générosité, leur ouverture de cœur, leur savoir-faire aussi. C'est des conseils qui sont si précieux. J'aime toujours vous rappeler que si vous avez besoin d'aide, si jamais ça vous fait penser à quelqu'un de votre entourage, les sujets qu'on aborde, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnés ou d'être écoutés, je l'ai dit tantôt, mais je le répète, vous pouvez appeler à Info Aidant. C'est le 1-855-852-7784. Tous les détails, de toute façon, se retrouvent sur le site de l'appui, l'appui.org. Et aussi, vous pouvez nous écrire, en fait, via le courriel info-aidant@l'appui.org. Il y a, je l'ai dit, mais je le répète, il y a des conseillers, des conseillères qui sont là pour vous soutenir, vous aider à mieux comprendre votre situation, vous aider à mieux comprendre votre réalité de proche aidant et les services qui sont disponibles dans votre région, partout au Québec. Les ressources, il y en a. L'idée, en fait, c'est qu'on veut vous aider à écouter, à comprendre de la meilleure façon possible. Puis des fois, c'est de constater, je pense que j'ai besoin d'aide. Et si jamais le cœur vous en dit, que vous avez envie de partager votre histoire avec nous, ça aussi, ça nous ferait plaisir. On aime vous lire, puis ça pourrait être le fun de se retrouver ensemble ici sur le plateau. Alors, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve bientôt avec le prochain épisode qui va aborder le sujet de la relation aidé-aidant. C'est vraiment une nouvelle relation dans notre vie avec, on pourrait dire, ses bouleversements, ses habitudes, ses changements. Changements de rôle aussi. Ça change notre rôle bien souvent dans notre vie, dans notre situation, dans notre réalité. Alors, au grand plaisir de se retrouver. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ici Marie Norcigny. À bientôt.